Donc, pour vous expliquer, tout à l'heure, je parlais de la DAF qui s'est autosaisie d'un dossier de licenciement. Pour vous expliquer cela, nous allons prendre un exemple, un cas pratique, qui est le mien. Explication d'un cas pratique pour vous expliquer. C'est un dysfonctionnement administratif montrant la déconfiture administrative et la laideur psycho-morale de la CEI. Lorsque la CEI a décidé de se séparer de nous, parce que trop critique professionnellement et gênant moralement, le directeur du cabinet du président en a informé le DAF afin de trouver les arguments pour nous faire partir. Cette décision unique a relevé outre mesure le fait que non seulement nos propositions étaient pertinentes, mais que la direction de la CEI est consciente du mauvais travail qu'elle effectue, sauf qu'elle a un agenda autre que celui que le peuple de Côte d'Ivoire lui a confié constitutionnellement, qu'elle doit exécuter. Cet état de fait vont confirmer de façon psycho-comportementale tout ce qui lui est reproché dans ce rapport d'étude. En effet, le 26 décembre 2023, nous recevions un courrier référencé comme suite. Numéro 016 CEI DAF SDRH, sous-direction des ressources humaines, OK 2023. Signé du directeur des affaires administratives et financières, nous demandant de nous expliquer sur des faits qui se sont passés entre le 15 et le 18 décembre 2023. Cette demande d'explication a été faite à l'insu de notre chef de service et de la sous-direction de la logistique dont nous répondons. Même la sous-direction des ressources humaines, dont la référence est mentionnée sur ce document, n'a pas reçu de copie officielle, tout comme la sous-direction logistique d'ailleurs. Après notre réponse, le 4 janvier 2024, nous recevons un premier avertissement du directeur de cabinet du président de la CEI, sans même faire une copie officielle à la DAF, qui a été à l'origine de la demande d'explication. Nous ne parlons même pas de la sous-direction des ressources humaines. Le 15 janvier 2024, nous recevons un autre document référencé numéro 001, CEI DAF SDRH, sous-direction des ressources humaines, OK, signé par le sous-directeur des finances et de la comptabilité, sans même adresser une copie à la sous-direction des ressources humaines, qui gère le personnel, bien évidemment, nous demandant de nous expliquer sur des faits qui se sont passés le 26 et le 27 décembre 2024, au même motif que la première demande d'explication dont nous venions d'être sanctionnés le 4 janvier 2024 par un avertissement. Permettez-nous de vous informer que la DAF a sous sa responsabilité la sous-direction de la comptabilité et des finances, la sous-direction des ressources humaines et la sous-direction des moyens généraux. Alors, comment comprendre qu'une demande d'explication signée par un sous-directeur des finances et de la comptabilité peut être adressée à un employé de la sous-direction logistique sur une référence incohérente de la sous-direction des ressources humaines et puis à l'insu de ce dernier, et sans même adresser une copie ni à la sous-direction logistique ni à la sous-direction des ressources humaines. Même si c'est de façon intérimaire, il y a un vice de procédure du fait de la méconnaissance non seulement des règles du Code du travail, mais aussi de la procédure de fonctionnement administrative régissant la hiérarchisation organisationnelle d'un service. Le 9 février 2024, nous recevons un autre document, pensant que c'était un deuxième avertissement. Mais à notre grande surprise, c'est une autre demande d'explication,
signé cette fois par le directeur de cabinet lui-même, nous demandant de nous expliquer sur des faits qui se sont passés en novembre 2023, 4 mois après, sans faire copie ni à la DAF, ni à la sous-direction des ressources humaines. Apparemment, la deuxième demande d'explication a été classée sans suite parce que c'était vraiment ubuesque. Le 13 février 2024, nous recevons notre lettre de licenciement signée en PO par le directeur de cabinet du président de la CEI. Au vu de tout ce qui précède, et sans vouloir rentrer dans tout ce qui revient aux spécialistes du droit du travail, nous voulons simplement vous montrer les dysfonctionnements organisationnels et administratifs constatés à la CEI. C'est tout. Sans autre commentaire à faire. C'est aussi le cas de la DAF et de la sous-direction des ressources humaines. La DAF qui s'arroge des droits professionnels de la sous-direction des ressources humaines, bien qu'étant sous sa responsabilité, en violation des règles régissant la hiérarchisation des fonctions. C'est pour cette raison que nous avons proposé la création d'une direction des ressources humaines, des affaires sociales et culturelles et la rattacher au secrétariat général. Là, ce genre de problème-là n'existera plus. C'est aussi le cas, tout dernièrement, avec les dernières nominations à la DOE en décembre 2023, pour montrer encore cette anomalie fonctionnelle entre les directions et entre les sous-directions. La seule direction qui semblait être assez bien structurée venait de voler en éclats administrativement parlant. Aujourd'hui, les deux entrepôts de la CEI ne sont plus liés à un service. Ils sont rattachés directement à la sous-direction logistique. On rattache des entrepôts, non pas à un service, on détruit le service qui est entre eux, on rattache les entrepôts directement à une sous-direction. Donc, ils sont rattachés directement à la sous-direction logistique, rendant du coup le sous-directeur à un chef de service. C'est clair. Encore que cette sous-direction se limite qu'à une seule personne. C'est pour éviter cet amateurisme professionnel qu'il est important de se faire entourer des collaborateurs les meilleurs dans le domaine dans lequel vous évoluez, lorsque vous accédez à des hautes fonctions de responsabilité. Sinon, vous allez vous ridiculiser toujours, professionnellement parlant. Parce que ce genre de truc-là, ça ne se fait pas dans une administration sérieuse. Si d'aventure, après ces nominations, l'intention est de créer un service attribué à chaque entrepôt, cela relèverait aussi d'un manque d'inspiration administrative et organisationnelle. Comment peut-on penser à l'automatisation des deux entrepôts de la CEI sur la base d'une spécification en termes d'entreposage de matériel électoraux et faire face en même temps à une contrainte de gestion logistique dans le temps et dans l'espace de ce même matériel pendant les opérations électorales? Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous expliquer. L'on décide de spécialiser l'entrepôt d'Abidjan dans la gestion du matériel électoral léger et celui de Yamoussoukro dans celle du matériel d'équipement et du matériel électoral lourd. Alors que dans le district autonome d'Abidjan, la région du Sud Comoé, la Nyebi-Tiassa, la Mé, les Grands Ponts, le Kpokle et San Pedro, nous avons besoin d'équiper les CEL et les bureaux régionaux de matériel d'équipement et matériel lourd pour les bureaux de vote pendant les opérations électorales. Alors, le dilemme qui se présente à la direction de la CEI est le suivant. Où faudrait-il conserver le matériel d'équipement et lourd du Grand Abidjan et des autres régions du Sud si nous voulons garder à l'entrepôt d'Abidjan que le matériel léger, afin de trouver l'opportunité d'une gestion autonome qui aboutira à la création d'un service administratif
dont on devra relier chacun des entrepôts. Pourtant, nonobstant cette contrainte de gestion logistique, pour ne prendre que cet exemple, un séminaire coûteux a été organisé à Grand Bassam, il y a de cela 2 à 3 ans, sur l'autonomisation des 2 entrepôts de la CEI, afin de justifier la création de ces 2 services. L'idée de création de 2 services n'est pas mauvaise en soi, mais c'est le faire selon les entrepôts qui est professionnellement et techniquement incorrect. Parce que ces entrepôts ont certes des spécificités ou des particularités, mais leur gestion ne peut pas être particulière ou spécifique en tant que telle. Ils sont trop embrigandés l'un dans l'autre vu les contraintes, non seulement dans leur gestion, mais aussi en termes de temps de livraison de toutes les commandes locales ou importées afférentes aux opérations électorales. Cependant, la création d'un service dans une entreprise ou une institution comme la CEI devra se justifier que par la singularité et la spécialité dans la gestion de ce service, à l'image des services d'odontostomatologie, d'ophtalmologie, de chirurgie et autres dans les hôpitaux et cliniques médicales. Selon les critères de procédure administrative de création de services que nous venons de donner et au regard de ces exemples cités, peut-on dire, mesdames et messieurs de la CEI, que les 2 entrepôts de cette institution, auxquels l'on associe ou veut associer des services administratifs différents, est justifié? Mesdames et messieurs, techniquement, administrativement, professionnellement, structurellement, organisationnellement et fonctionnellement, la CEI est un grand malade. Dans un tel cas, voici ce qui aurait dû être fait ou doit se faire en rapport avec les attributions de la CEI et le résultat qu'on attend d'elle. Nous allons vous donner la solution. En notre qualité d'experts en logistique et en planification et organisation industrielle et d'entreprise, il est nécessaire de créer le service de la gestion des entrepôts et du déploiement, dont sera relié tous les entrepôts de la CEI sur toute l'étendue du territoire national. Ce service se chargera de coordonner toutes les activités préparatoires des opérations électorales dans ces entrepôts sur la base de manuels de procédure d'exécution des tâches rédigés savamment par sa sous-direction, qui n'est autre que la sous-direction logistique devenue sous-direction technique de la gestion logistique électorale des entrepôts. Et la nouvelle DSD, qui est la sous-direction des études, de la formation, du suivi, de l'évaluation et du contrôle, SDFSEC. Le deuxième service qu'il aurait fallu créer ou à créer est le service de la gestion technique et logistique électorale, qui se chargera de développer le volet technique dans la gestion logistique informatisée des entrepôts et appuyer sa sœur jumelle, regardez, suivez mon regard, en lui facilitant ses tâches quotidiennes, tout en réalisant un archivage numérique du système logistique de la DLTOER. Au vu de tout ce qui précède, comment un tel organigramme peut produire un travail propre et irréprochable? Les responsables de la CEI ne peuvent même pas organiser leurs services simplement de façon logique et cohérente. Ce ne sont pas les élections qu'ils organiseraient de façon transparente et crédible. Un bon organigramme administratif doit permettre, selon la spécificité de l'entreprise, une communication verticale et horizontale en fonction du choix de hiérarchisation voulu du décideur ou des décideurs. Sa structuration devra permettre de savoir automatiquement la vision de l'entreprise et la politique à mettre en place pour atteindre les objectifs contenus dans cette vision. De par un organigramme, l'on peut cerner les ambitions d'une entreprise dans une option de croissance ou de décadence.
Dans notre cas, à la CEI, c'est inéluctablement l'option de décadence qui se profile à l'horizon. Si l'on ne prend pas une décision courageuse de lui faire un diagnostic sérieux en vue d'une chirurgie profonde. À tout à l'heure pour la 6e partie. Merci.